toutes et à tous. Donc, ici en présentiel, mais aussi connectés à distance. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange de développement de la Banque des Territoires. Je suis Blandine Calcio-Godino, directrice écosystème et innovation de la Banque des Territoires. Je suis ravie de vous accueillir avec Camille TV, responsable du programme Territoire d'Industrie, pour cet événement autour de la réindustrialisation, et plus particulièrement sur le rôle joué par les territoires et les solutions à mettre en place pour répondre à cet enjeu majeur. Alors, il y aura plusieurs temps forts qui sont prévus aujourd'hui. D'abord, la parole d'un expert, Olivier Luanzi, qui est professeur de chaire au CNAM et auteur de Réindustrialiser le défi d'une génération. Puis la présentation de l'étude menée par BPI France Le Lab pour expliquer les nouvelles formes de la réindustrialisation en France, ce qu'en pensent les Français et les points à retenir. Et enfin, un témoignage retour d'expérience par l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, au Hub des Territoires, nous sommes convaincus que la réindustrialisation est une étape nécessaire au développement de politiques viables et durables pour nos territoires, mais aussi une ambition dont l'ensemble des acteurs territoriaux doivent se saisir. Pour nous, justement, l'écoute, l'échange et le dialogue entre les différents acteurs, collectivités, entreprises, EPL, sont un atout majeur pour nos territoires et permettent de comprendre les enjeux, les besoins locaux et de partager, d'inventer ensemble les solutions de demain. Alors, au Hub des Territoires, cette conviction n'est pas nouvelle. Depuis plus de 3 ans, nous organisons des rencontres, des retours d'expérience, des ateliers pour co-innover et pour partager un ensemble de retours d'expérience et d'idées. Alors, avec une diversité d'intervenants et de sujets abordés, nous cherchons à comprendre les besoins des territoires, en cohérence bien sûr toujours avec la feuille de route stratégique de la Banque des Territoires. Alors, si vous aussi, vous voulez rejoindre la communauté du Hub des Territoires, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter, elle est mensuelle. Vous y retrouverez toutes les informations relatives à notre programmation. Et je vous invite d'ores et déjà à notre prochaine rencontre qui prolongera les échanges d'aujourd'hui, le 4 décembre, sur les enjeux des territoires et industriels en matière de foncier et de transition énergétique de l'industrie. Vous retrouverez également le contenu de nos événements en ligne sur notre site internet banquedetterritoires.fr et en replay. Et notez d'ailleurs que cet événement sera bientôt en replay et également que vous pouvez retrouver en intégralité notre événement du 9 juillet sur le lien entre la réindustrialisation et l'ESS comme levier de croissance responsable. Merci à tous et à tous les intervenants présents aujourd'hui et sans plus tarder, je passe la parole à Camille. Merci beaucoup Blandine. Bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui, soit ici au Hub ou soit à distance, pour échanger ensemble sur la réindustrialisation des territoires. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est notamment la présentation de l'étude qu'on a cofinancée BPI France et Banque des Territoires et qui a été vraiment menée sur la réindustrialisation des territoires. Donc on est ravis de cette étude qu'on a menée ensemble, BPI France et la Banque des Territoires. On essaye vraiment de travailler ensemble, ainsi qu'avec les autres acteurs publics, avec Business France, avec bien sûr la délégation de territoire d'industrie à la NCT et la DGE. On essaye de travailler vraiment tous ensemble pour la réindustrialisation. D'ailleurs, on a sorti ensemble ce lundi un baromètre, le deuxième baromètre industriel qui est publié par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. J'ai Stéphanie Deschamps de la Société d'encouragement qui me l'apporte. Voilà, vous pouvez le voir, ce baromètre que je vous invite tous à lire. Donc peut-être pour commencer, avant que Olivier Luanzi prenne la parole et avant que BPI France présente les conclusions de l'étude, je voulais prendre un petit temps pour rappeler l'intervention de la Banque des Territoires dans l'industrie. La Banque des Territoires, nous, on est vraiment rentré dans l'industrie en 2018 avec la création du programme Territoire d'Industrie. Quand ce programme a été créé, on s'est dit c'est vraiment un programme dont on doit être partenaire. Nous, on est vraiment l'opérateur de l'aménagement du territoire au plus près des collectivités locales et on souhaitait accompagner ce mouvement. Donc on est devenu un des opérateurs du programme Territoire d'Industrie et ensuite avec la crise Covid et toutes les autres crises qu'on a connues ces dernières années, qui ont vraiment conduit à ce besoin de souveraineté et de
et de renaissance industrielle et de réindustrialisation, on a vraiment accentué notre action dans l'industrie. Et donc, je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est vraiment de s'adresser aux 3 enjeux des territoires pour la réindustrialisation. Donc ces 3 enjeux, ce sont le foncier, la décarbonation et les compétences. Donc si on parle par exemple du foncier, aujourd'hui ce qu'on sait, c'est que si on souhaite que l'industrie passe de 10% du PIB à 12%, ce qui est l'objectif en fait national, on a besoin de plus de 22 000 hectares de foncier industriel en plus. 22 000 hectares, oui, c'est une surface qui est quand même considérable. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite vraiment s'attaquer à ce sujet. Deuxième sujet, c'est la décarbonation. Donc aujourd'hui, dans l'objectif de la stratégie nationale bas carbone, on souhaite faire baisser de 20% les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. Et donc ça, c'est vraiment un objectif aussi auquel la Banque des Territoires s'attaquer. Et dernier sujet, c'est les compétences. Les compétences, il y a à peu près la moitié des entreprises industrielles qui déclarent avoir des difficultés de recrutement. Et ça, aujourd'hui, nous, on souhaite vraiment accompagner ces entreprises au maximum pour essayer de résoudre ce sujet et qu'elles puissent continuer à se développer. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement, Banque des Territoires? Nous, ce qu'on souhaite, là, sur la période 2023-2027, on souhaite dédier 1 milliard d'euros au financement de la réindustrialisation au travers vraiment de 2 volets. Le premier volet, c'est l'accompagnement de projets industriels un à un, et là, sur les 3 grandes thématiques dont je vous ai parlé. Donc tout d'abord, il y a vraiment tout ce qui est financement de l'aménagement et de l'immobilier industriel. Donc on le voit, il y a vraiment un besoin de foncier industriel. Et aujourd'hui, il y a des friches, il y a des zones qui peuvent devenir des zones industrielles. Mais pour ça, il y a besoin d'accompagnement. Il y a besoin de dépolluer ces friches. Il y a besoin d'aménager ces zones. Il y a besoin ensuite, bien sûr, de construire des murs d'usines. Et souvent, c'est des financements qui ont besoin d'être sur un temps long. Et ça, ce temps, ça fait vraiment partie de notre ADN, Banque des Territoires. Et donc, on peut accompagner ces projets-là. On travaille de façon assez rapprochée avec les collectivités locales pour financer ça. Un exemple, par exemple, de projet qu'on a pu financer sur l'aménagement industriel, c'est l'exemple du site usine qui est l'ancienne friche Bosch à côté de Lyon, à Vénissieux, sur lequel a été construit toute une zone d'activité économique avec des lots qui sont construits au fur et à mesure et qui sont remplis au fur et à mesure. Et c'est un projet que la Banque des Territoires a contribué à financer. Sur l'immobilier industriel, la Banque des Territoires a financé une 40aine d'usines là depuis 2020, de nouvelles usines qui sont sorties. Notre deuxième volet, donc, c'est bien sûr l'accompagnement de la transition écologique et environnementale de l'industrie. La Banque des Territoires, ça fait vraiment partie aujourd'hui de nos sujets qui nous tiennent le plus à cœur, d'accompagner tout ce qui est transition écologique et environnementale, notamment via le financement d'infrastructures. Et donc là, c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on peut financer toutes les infrastructures qui permettent à l'industrie d'être plus verte, d'être moins émissive de gaz à effet de serre. Donc par exemple, on peut financer une centrale biomasse, on peut financer tout ce qui est lié à l'hydrogène vert. On peut financer l'efficacité énergétique, enfin des opérations pour améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment industriel. Et dernier sujet, donc, c'est l'accompagnement du développement de la formation aux métiers industriels. Et ça, c'est notamment, notre action, elle prend notamment la forme du partenariat qu'on a avec la Fédération des écoles de production, où on a financé 2/3 des écoles de production qui ont été lancées en France, qui sont des écoles qui permettent à des décrocheurs scolaires de revenir en fait de retrouver soit un emploi, soit de continuer sur une autre formation, en leur permettant de travailler surtout sur des sujets très, très pratiques et en préparant en fait des commandes pour des industriels du territoire, ce qui est quelque chose de très concret, qui a du sens pour eux et qui du coup voilà, arrive à les remotiver. Donc ça, c'est notre premier volet et là-dessus, on a prévu sur 5 ans d'investir 600 millions d'euros.
Et ensuite, on a notre deuxième volet, qui est l'accompagnement des territoires pour augmenter l'attractivité de leur foncier industriel. Et ça, en fait, ça passe par le projet qui s'appelle Site clé en main France 2030. C'est un projet où là, comme je le disais au départ, on a vraiment travaillé en collaboration avec d'autres opérateurs publics. Donc là, c'est un projet qui est porté par la délégation territoire d'industrie, qui dépend de la NCT et de Bercy. Et on a travaillé donc avec Business France, avec RTE, avec le CEREMA, avec d'autres services de l'État, pour identifier en fait des sites industriels qui ont candidaté pour être accompagnés. Donc aujourd'hui, il y a une liste de 55 sites industriels qui ont été identifiés en avril dernier, qu'on va accompagner collectivement pour les préaménager, les prééquiper, pour qu'ensuite les industriels puissent s'implanter plus rapidement sur un site. Parce qu'un industriel, s'il se dit là, j'ai besoin de construire une nouvelle usine dans 6 mois, 1 an, s'il doit dépolluer tout le terrain, aménager le terrain, ça peut être vraiment trop long, trop compliqué. Et donc, on préfère pouvoir leur proposer des sites qui soient déjà disponibles. Et donc là-dessus, on a envisagé de mettre 450 millions d'euros. Et juste pour faire un petit, quand je vous parlais tout à l'heure de besoin de 22 000 hectares de foncier, en fait, quand on regarde les sites clés en main France 2030, ça fait à peu près 3 000 hectares de foncier. Et on a développé un autre outil qui s'appelle France Foncier Plus, qui est un outil digital qui vous permet de recenser, en fait, de trouver du foncier adapté à vos besoins. Aujourd'hui, il y a à peu près 700 disponibilités de foncier pour l'activité économique sur ce site, et ça représente à peu près 6 000 hectares. Donc aujourd'hui, on a 6 000 hectares de disponibles sur France Foncier Plus, un peu plus de 3 000 sur les sites clés en main France 2030. Donc sur les 22 000 dont on a besoin, on a déjà 9 000 qui commencent à être préidentifiés et qui pourront permettre d'implanter de l'industrie. Donc, Banque des territoires, voilà, je le disais, on a déjà, donc depuis 2020, on a investi plus de 1 milliard d'euros pour le financement de 260 projets industriels, près de 40 usines financées. Comme vous le voyez sur la droite, c'est principalement des projets d'aménagement immobilier, mais aussi de verdissement de l'industrie. La formation, c'est un petit montant, c'est 1% des montants, mais parce que c'est des petits montants à chaque fois sur chaque projet. Ça ne veut pas dire qu'on fait pas beaucoup de projets. Et puis on accompagne aussi tout ce qui est infrastructure et services numériques, notamment pour aider les sites industriels à être plus performants sur tous ces sujets numériques. On finance aussi des études d'ingénierie. On en a financé dans l'ensemble des régions 330 études d'ingénierie pour accompagner en fait les collectivités locales dans leur réflexion sur la stratégie territoriale industrielle. Et puis on accompagne aussi via notre activité de consignation. On accompagne aussi tout ce qui est consignation industrielle et ça représente plus de 270 millions d'euros. Donc voilà pour la palette de ce qu'on propose. Si parmi les personnes là qui regardent aujourd'hui cette intervention, si vraiment vous avez des sujets, des besoins de financement, n'hésitez pas à nous contacter via notamment les directions régionales dont toutes les coordonnées sont sur le site. On sera vraiment ravis d'étudier avec vous tous ces projets. Et merci beaucoup à tous. Et je vais passer la parole à Olivier Lanzi, qui est donc professeur de chaire au CNAM et qui était l'auteur d'un ouvrage que je vous recommande fortement, qui s'appelle « Réindustrialiser le défi d'une génération ». Voilà, c'est vert. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai aussi été le premier délégué au territoire d'industrie et je suis ravi d'être ici, puis surtout enchanté par les mots que je viens d'entendre parce que tout ce cheminement que nous avons fait ensemble, territoire d'industrie, c'était une intuition. On ne savait pas ce qu'on allait trouver derrière et on a trouvé plein de choses. Et ce qui vient d'être exprimé à l'instant est le reflet de ce chemin que nous avons fait ensemble et qui est très prometteur pour la suite. Juste pour la petite anecdote, quand on a lancé territoire d'industrie, il y avait un certain nombre d'opérateurs d'État. C'est ce qui a été mentionné. La Banque des la Caisse des dépôts en faisait partie, la Banque des territoires aussi. Et petit à petit, on a découvert que c'était l'un des principaux opérateurs du programme, ce rôle absolument essentiel du territoire, de la dimension territoriale dans cette réindustrialisation qu'on n'avait pas calculé.
Alors juste pour justement raconter un petit peu ça, dans nos politiques récentes, et je peux remonter à une dizaine d'années au moins, de réindustrialisation, il y a longtemps eu un angle mort qui était celui des territoires. On n'a pas réalisé jusqu'à assez récemment l'importance du territoire dans notre réindustrialisation. J'aime bien citer une étude de 2019 publiée par la Fabrique de l'Industrie, qui est pour moi un peu le point de départ économétrique, académique de cette réflexion, qui dit qu'il y a 40% des facteurs de succès, de création d'emplois industriels, qu'on ne peut expliquer ni par la macroéconomie, ni par le secteur économique dans lequel se situe une activité. Et donc la seule façon d'expliquer ces 40% de facteurs de succès, c'est en fonction de ce que le territoire apporte au site en termes de formation, de foncier, d'écosystème, d'accompagnement. 40%. Ça, c'était le point de départ, un peu, je dirais, académique. Après, on a lancé Territoire d'industrie et un succès qui a dépassé nos espérances, qui a dépassé en tous les cas les miennes en termes de dynamique collective et qui s'est matérialisé, je vous le rappelle, en 2020, lorsqu'on a vécu le Covid. À ce moment-là, il y avait toute la question de la relance, de France Relance, et les territoires d'industrie qui étaient encore récents, alors certains avaient une longue histoire industrielle et dynamique industrielle, ont été capables de sortir 2000 projets et de donner lieu à un financement de relance qui a même anticipé le programme officiel France Relance, puisque le fonds d'accélération des projets territoriaux est né en juillet, 2 mois avant l'officialisation de France Relance, parce que ces projets étaient là, ils étaient prêts à être financés. Et puis, je dirais, le point d'orgue de cette démarche, encore une fois, on a appris collectivement sur le rôle des territoires dans cette réindustrialisation. Bah, ça a été, alors c'est pas tout à fait le point d'orgue, il y a un pré-point d'orgue, c'est l'initiative Rebond, où on est allé chercher tous ces projets cachés qu'il y avait dans les territoires. C'était quelque chose qui nous a énormément surpris. Quand on faisait l'inventaire des projets qui étaient connus par tous les organismes publics et parapublics sur un territoire et qu'on les comparait à quand on faisait vraiment du porte-à-porte, quand on allait voir tous les chefs d'entreprise comme un territoire sur Béthune après la fermeture de Bridgestone, on s'est rendu compte en fait que la sphère publique ne connaissait qu'un tiers des projets industriels sur un territoire. Il y avait 2 tiers de projets cachés, 2 tiers de potentiel cachés qu'on ne valorisait pas dans nos politiques industrielles. Et on a de là déduit, on a fait une note dans la Fabrique de l'Industrie, quand on a cumulé ça sur 20 territoires et qu'on a fait des règles de 3 sur l'ensemble de la France, on s'est rendu compte qu'on avait un potentiel de 450 000 emplois industriels dans ces projets territoriaux qu'on n'avait pas nécessairement repérés. Et le point d'orgue pour y arriver cette fois-ci, ça a été mai 2024, l'étude conduite par la BPI, effectivement, avec la Banque de Territoire et beaucoup d'autres, où au-delà de ce questionnement qu'on a pu avoir sur comment est-ce que vous voyez la réindustrialisation, il y a eu une quantification faite de ce potentiel des territoires, cette fois-ci pas par l'emploi, mais par la valeur ajoutée, et par rapport aux trajectoires de réindustrialisation, on se trouve donc confirmé que ce potentiel des territoires représente à peu près les 2 tiers de notre potentiel de réindustrialisation. Voilà, d'une intuition, enfin, d'un calcul économétrique très théorique, d'une intuition de politique publique, territoire d'industrie, des aventures que cette initiative a pu traverser avec le Covid, jusqu'à maintenant, je dirais, un élément de politique publique établi. Retenez 2 chiffres. 40% des facteurs de succès d'un site industriel dépendent de son territoire. Et le deuxième, les activités industrielles existantes dans les territoires, leur croissance, leur développement, leur diversification, leur densification, représentent les 2 tiers de notre potentiel de réindustrialisation. Voilà 2 chiffres clés que cette histoire nous a amené à mettre en évidence. Maintenant, la question qui se pose assez naturellement, c'est quel levier on a pour activer ce potentiel. Alors, il y en a certains qui ont été cités, que je vais présenter exactement, quasiment avec les mêmes termes que ceux qui ont été utilisés tout à l'heure. Et puis, il y en a peut-être deux autres que je vais présenter de manière un petit peu complémentaire, comme des pistes de réflexion pour l'avenir. Parmi les potentiels, les leviers qui sont entre les mains du territoire, le premier, c'est le foncier.
Alors, comme ça a été indiqué, hein, on a quantifié, on a utilisé les méthodes qui ont été développées par le préfet Roland Mouchel-Blésio pour calibrer le besoin de foncier qu'on pouvait avoir pour faire cette réindustrialisation. Alors, à 12-13%, je préfère dire balance commerciale en bien équilibrée. D'abord parce que ça parle plus à tout le monde et puis ça fait un lien entre réindustrialisation et souveraineté. Les points de PIB, je ne suis pas sûr qu'en se lavant les dents le matin, on sait exactement ce que... aujourd'hui, je vais aller contribuer à 0,05% du point de PIB. Je ne suis pas sûr que ce soit très, très motivant. Par contre, si on se dit qu'on est là pour permettre à la France d'avoir une forme de souveraineté économique par une balance commerciale équilibrée, là, je trouve qu'on a un motto collectif qui est plus puissant, plus mobilisateur. Et donc, pour aller vers cet objectif-là, il nous faut 22 à 28 000, 30 000 hectares de foncier. Et toute la question est de savoir comment est-ce qu'on va y arriver. Alors, tout à l'heure, vous avez dit en introduction qu'il fallait être impertinent. Je préfère le mot audacieux, mais ça ne doit pas être très, très loin. Et sur ce sujet-là, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'on pouvait faire notre réindustrialisation en même temps qu'on respectait le principe du zéro artificialisation nette. C'est même pas qu'on peut, c'est qu'on doit. Pour une raison très simple, c'est que si vous êtes sur une trajectoire de réindustrialisation et que vous expliquez que quelque part vous vous asseyez sur la biodiversité, vous perdez en chemin toute une partie de la population. Or, pour faire cette réindustrialisation, on a besoin d'un consensus le plus large. Donc c'est comme pour la décarbonation. C'est inimaginable une réindustrialisation qui ne serait pas décarbonée parce que nous perdrions collectivement le soutien d'une partie de la population et on n'aurait pas après le consensus nécessaire autour de cet effort collectif qui va nous demander 15 ou 20 ans. Donc on peut le faire. La grande difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est que les règles qu'on a mises dans la loi sont trop strictes, ou en tous les cas ne font pas, alors là je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas d'expertise, elles sont peut-être parfaites pour l'étalement urbain par rapport au résidentiel, par rapport à la question de l'artificialisation de terrain pour des centres commerciaux, mais en tous les cas pour l'industrie, elles ne sont pas adaptées et elles nous surcontraignent. Encore une fois, on doit respecter le principe du zéro artificialisation nette et la protection de la diversité, mais on s'est surcontraint par des règles qui aujourd'hui font que la plupart des intercommunalités nous disent que dans quelques années, elles n'auront plus de foncier industriel. Et je suis absolument convaincu qu'il y a un chemin à trouver, un chemin de crête. Pour mémoire, hein, l'artificialisation à des fins d'activité économique comme l'industrie, c'est 4 à 5% historiquement de l'artificialisation. C'est un petit bout. Je ne dis pas qu'il ne compte pas, hein. Tous les petits ruisseaux font des grandes rivières. Mais là, on a un chemin, et ce chemin, il partira des territoires. L'un des appels que je fais auprès des territoires, c'est pas facile, hein, je le sais bien, c'est un exercice pas évident, je vous en demanderai un autre qui est pas évident, c'est essayer d'avoir une planification systématique de votre foncier et de son allocation. Regardez vos ressources, imaginez les besoins de demain, faites cette planification, elle est absolument essentielle et faites remonter les écarts aussi pour qu'on puisse trouver les souplesses nécessaires dans la loi, voire la changer, afin de décorseter cette contrainte très forte qui pèse sur notre réindustrialisation. Vous avez là une responsabilité de planification foncière et de prise en main de cette compétence, vous l'avez déjà. Le deuxième point qui a été évoqué aussi et que je vais évoquer pratiquement dans les mêmes termes, c'est la question de la formation. Alors, le premier sujet qui ne concerne pas tellement la dimension territoriale ou pas directement et qu'on a mis en évidence, c'est aujourd'hui, il y a 60 000 postes vacants. Alors, aujourd'hui, on va dire il y a quelques mois, parce que là, on a quelques plans sociaux dont on ne sait pas le point d'atterrissage, mais il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, on avait encore 60 000 postes vacants dans l'industrie et partout où vous alliez, vous avez des chefs d'entreprise qui vous disent « je ne trouve pas les gens formés pour mes compétences ». On s'est dit il y a un problème de quantité. Et en fait, il n'y en a pas. On forme 125 000 personnes par an au métier industriel, du CAP au Bac+3. Pour faire notre réindustrialisation, on en a besoin de 110 000. On met 2 à 3 milliards d'euros par an d'argent public pour cette formation-là. On a les ressources, on a les formations. Il y a deux sujets. Le premier, c'est la carte des formations. Il faut que ce soit les bonnes formations aux bons endroits, et ça, c'est clé. Et le deuxième sujet, c'est l'attractivité. 50% des jeunes formés aux métiers industriels ne rejoignent pas ces métiers industriels.
Ce n'est pas un problème de salaire, ils sont payés 15 à 20% de plus que dans des métiers de formation équivalentes dans les services, mais c'est un problème d'image des métiers industriels, d'attractivité de ces métiers. Quel est le rôle des territoires là-dedans? En fait, dans tout ce que je vous ai raconté là sur notre politique de formation, il y a un sujet sur lequel qu'on a, à mon avis, totalement sous-estimé, c'est le fait que nous, Français, sommes très peu mobiles. Je vous redonne ces statistiques. Un demandeur d'emploi refuse une offre d'emploi sur 2, même si elle correspond parfaitement à son attente de salaire, de compétences, de responsabilité, si elle est à plus de 30 km de chez lui. Alors, il y a une question économique qui est celle du transport. Il y a aussi une question, je pense, culturelle, d'attachement à un territoire, à un cercle social, amical, familial. Et l'une des conséquences qu'on a tirées de ça, et c'est un phénomène, je dirais, sociologique, on peut essayer de le changer en disant il faut rendre les Français mobiles. Ok, sans doute, je ne juge pas, pourquoi pas, mais on ne le fera pas demain. Or, les problèmes de recrutement et de formation, ils sont aujourd'hui et demain. Et donc, on a dit il faut former dans le territoire pour les besoins du territoire. La brique de base d'une formation, ce n'est pas nécessairement de faire l'équilibre offre-demande, la gestion prévisionnelle des compétences sur un métier qui irait de Brest à Lille, à Marseille, en passant par Strasbourg. C'est regarder territorialement, en prenant en compte cette dimension sociologique, cette faible mobilité, quels sont les besoins demain de mon territoire en termes de formation et quel outil de formation j'ai. Voilà. Alors c'est un peu renversé le cube. Hein. On a un cube qui est une lecture qui est très verticale par métier, par branche. Et nous, on dit, en fait, le facteur structurant qui fait qu'une formation fonctionne ou que cette adéquation offre-demande, emploi-compétences fonctionne, c'est pas tellement le métier, c'est plus le territoire. Et donc, une deuxième invitation auprès des territoires, c'est lancez-vous dans des GPEC territoriales. Alors, quand j'y vais, tout le monde me dit, je l'ai fait. Et quand on ouvre les rapports qui sont derrière, des fois, ça reste quand même un petit peu superficiel. Voilà. Donc, lancez-vous là-dedans avec les autres acteurs, avec les acteurs de formation qui sont dans votre territoire. Souvent, il y a vraiment du grain à moudre. Et encore une fois, vous verrez l'écart entre votre outil de formation territorialisé et puis vos besoins. Et une fois que vous avez cet écart, eh ben, vous allez taper à la porte des uns et des autres, que ce soit des écoles de production, ça a été cité, l'UIMM ou d'autres, hein, bien entendu, pour dire, bon, bah, j'ai un écart, comment on le comble? Quel outil de formation on doit créer sur le territoire pour faire cette différence-là. Troisième sujet, troisième invitation auprès des territoires, alors qui est quelque part consubstantiel à territoire d'industrie, c'est un autre enseignement de tout ce parcours, il n'y a pas de fatalité. Moi, j'ai été éduqué dans un univers très datarien, je dirais, avec tous ses avantages et ses inconvénients, mais où on expliquait qu'il n'y aurait pas d'industrie si on n'a pas un port, une ligne, un chemin de fer, une autoroute, une voie navigable et un aéroport peut-être. Voilà. Et en fait, regardez le territoire français dans sa diversité. Il y a des territoires industriels avec des taux de chômage les plus bas de France qui n'ont rien de tout ça. Et en fait, ce qu'ils ont, avant tout, c'est un écosystème territorial, ce qu'on appelle une gouvernance, une manière de fonctionner ensemble qui leur permet de développer de manière constructive, efficace, un projet économique autour de l'industrie. Le premier critère de réussite, certes, c'est bien d'avoir toutes ces infrastructures, elles sont facilitantes, mais le premier critère, c'est d'avoir un projet partagé sur un territoire, c'est la gouvernance. Et il n'y a pas de fatalité. Encore une fois, je ne suis pas rentré dans cette aventure de territoire d'industrie en ayant cette conviction, donc c'est un retour d'expérience, vous ferez la vôtre, mais c'est une conviction très forte que j'ai. Et le rôle du territoire, il est dans cette animation, il est très large. Vous avez évoqué la décarbonation tout à l'heure. En fait, les échanges qu'on peut avoir dans un territoire sur des sujets d'innovation vont beaucoup plus loin que ce qu'on imagine.
Voilà. Et donc, une invitation à enrichir cette gouvernance, y compris sur des sujets qu'on verrait peut-être plus technologiques, en lien avec des centres de recherche et d'innovation qui irriguent pas tous nos territoires. En fait, on peut s'approprier très clairement ces problématiques, ces questions d'innovation, y compris sur un territoire, même si on n'a pas une université, un centre de recherche ou un pôle de compétitivité. Et vous verrez qu'il y a du grain à moudre et plein de choses très intéressantes à faire au niveau du territoire sur ces aspects d'innovation, d'échange entre les entreprises, de bonnes pratiques, etc. Le quatrième axe qu'on ne développe pas peut-être suffisamment, alors qu'il y a à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, c'est la question de l'acceptabilité. J'ai souvent été interrogé sur le sujet. La première chose que je dis, c'est quand on a une question d'acceptabilité de nouveaux sites industriels, c'est quelque part une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a des projets d'installation d'usines. Bon, ça ne résout pas l'acceptabilité en tant que telle. Mais elle est devant nous, ce sujet-là est devant nous, c'est l'un de ceux sur lesquels je pense on a le moins de réponses. Il y a des sujets sur lesquels on a des réponses très claires. Je pense que sur le foncier, on en a. Sur la formation, on commence à en avoir. Sur la gouvernance, on n'a pas été jusqu'au bout de tout ce qu'un territoire, la dimension territoriale pouvait apporter aux entreprises qui y sont. Sur l'acceptabilité, on est en train d'avancer, on est en train de découvrir. Ce que je constate, pour l'instant, c'est un rapport un peu d'étonnement, d'observation, c'est que nos processus de concertation qui se font sur un projet, quand il y a un projet, sont clivants. Un projet, c'est clivant. Il est installé quelque part, il y a le voisin, même sur un territoire, et il y a celui qui ne l'est pas directement. Il y a celui qui pourra en profiter économiquement parce qu'il va se faire employer, et celui dont ce n'est pas du tout les métiers. Donc, quand on arrive au niveau du projet concret, en fait, c'est clivant. Et deux, les processus de concertation qu'on a, c'est des porte-voix aux opposants, et on arrive difficilement à mettre en valeur ou à mettre en avant la majorité silencieuse qui soutient un projet. Sans mentionner le fait que juridiquement, comme c'est assez formalisé, pour ceux qui sont opposés à un projet, ça devient aussi des points d'accroche, d'aspérité juridique dans lequel on peut faire rentrer du procédural. Et donc on a une question sur comment on associe une population à un projet industriel ou à des projets industriels. C'est pas idéal, mais c'est l'invite que je vous fais d'y réfléchir. Je crois que cette concertation, elle doit se faire à froid. Si vous la faites que sur un projet, dans ces cas-là, vous avez tous ces points clivants, procéduraux qui viennent se greffer, porte-voix des oppositions, plus qu'une majorité silencieuse qui soutiendrait. Et donc, mon sentiment, c'est qu'il faut arriver à avoir cette discussion sur quel est le projet industriel du territoire, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme industrie, quelle est notre limite, notre ligne rouge, avant, à froid, dans les formes de concertation informelles qui peuvent se passer sur plein de territoires par rapport à leurs projets. Mais c'est un véritable défi pour demain, quand on aura passé le bout d'hiver de réindustrialisation, de renaissance industrielle qui est un peu devant nous avec les plans sociaux et qu'on sera à nouveau sur une trajectoire de 100 créations d'usines par an, ce qui a été notre trajectoire en 2021 et 2022, cette question de l'acceptabilité va se reposer et il faut la travailler à froid, en amont et au niveau du territoire. Il n'y a pas d'autre dimension à laquelle elle puisse se travailler. Voilà quelques éléments où est-ce que le territoire peut avoir son rôle opérationnel dans l'amélioration, enfin dans nos politiques industrielles. Je vais mentionner 2 ou 3 sujets aussi d'actualité nationaux pour juste qu'on les ait bien en tête. On a un sujet de fiscalité sur l'industrie. Alors, ce n'est pas demain qu'on va le résoudre vu la situation actuelle et les débats qu'on a. Ce n'est pas un sujet pour 2025 et 2026. Mon message là-dessus, c'est de dire c'est un peu triste ce que nous vivons aujourd'hui. On fait la course à l'équilibre budgétaire. Un équilibre budgétaire, ce n'est pas un objectif collectif, c'est un acte de bonne gestion. Il est essentiel. Mais quelle est la perspective demain ? Si on veut réindustrialiser à 5 ans, à 10 ans, quelle est l'orientation de notre fiscalité sur la production? Et je vous donne ce chiffre clé pour qu'on le partage. C'est une note de Rexecode. Je mets de côté les impôts sur le résultat, le partage de la valeur ajoutée, on va dire, qui peut dépendre de différents modèles. Mais si on fait la somme des impôts de production et des charges, avant même le résultat, les entreprises industrielles françaises payent 20 milliards d'impôts de plus que si elles avaient la fiscalité allemande.
20 milliards d'euros, c'est une coïncidence, mais c'est exactement ce qu'il faudrait qu'elle réinvestisse en plus si on voulait se mettre sur notre trajectoire de réindustrialisation. Au-delà des débats sur lesquels je ne rentre pas, ce n'est pas ma spécialité, de comment demain on arrive à un budget équilibré, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ouvre un débat ensemble en se disant, dans 5 ou 10 ans, comment on fait pour faire en sorte qu'on ait un level playing field fiscal, au moins sur cet aspect-là, c'est-à-dire impôt de production, charge avant résultat, entre la France et les pairs européens. C'est un enjeu à 20 milliards d'euros. Est-ce que c'est de la TVA qu'il faut en plus? Est-ce que c'est d'autres types d'impositions? Encore une fois, je pense qu'on a besoin de ce débat pour nous donner de la perspective. Autre sujet national et extrêmement prégnant aujourd'hui, plus loin des territoires, mais encore une fois, je pense qu'il faut le mentionner, c'est le prix de l'énergie. On a choisi, c'est un choix politique, collectif, de ne plus s'approvisionner en gaz russe. Alors, il paraît qu'il y a un gazoduc en plus qui a explosé, mais il y en avait d'autres et on est en train de réduire absolument, pour de très bonnes raisons géopolitiques, que je n'ai pas à juger, mais le gaz que nous importons liquéfié nous coûte 2 fois plus cher que le gaz russe. Nous n'avons pas découplé notre marché de l'électricité européen du prix du gaz. Majoritairement, le prix de l'électricité en Europe est indicé sur le prix du gaz plus le prix du quota de CO2, alors que 80% de l'électricité française est produite avec du nucléaire qui ne consomme pas de gaz et n'émet pas de CO2. Les règles européennes nous autorisent de faire des choses assez sophistiquées qui nous permettraient d'isoler une partie de cette production nucléaire à travers ce qu'on appelle des contracts for difference. Nous n'avons pas souhaité collectivement utiliser ce mécanisme. Je pense que là, et vu la tension qu'il y a aujourd'hui, nous devrions réouvrir ce débat. En tous les cas, c'est un appel public que j'ai fait dans une tribune assez récente des Échos. Voilà 2 sujets au niveau national qui sont très prégnants, que je ne pouvais pas ne pas mentionner dans le cadre d'une réindustrialisation, mais encore une fois, qui sont additionnels à 4 sujets sur la réindustrialisation qui dépendent principalement, essentiellement, des territoires et de leur dynamique. Et puis je vais conclure en disant simplement, en rappelant un message que j'aimerais bien qu'on partage tous quand on parle de réindustrialisation. On ne réindustrialise pas pour réindustrialiser. L'industrie, c'est un outil au service d'un projet de société. On a fait une industrie de production masse pour répondre à un projet de société qui était celui de la consommation de masse. On n'en est plus là, on est en train de changer sans doute de paradigme, de projet de société. On l'appelle le monde d'après et la finalité de cet nouvel outil productif qu'on est en train de construire, qui est devant nous, ça va prendre du temps, ça va prendre le temps d'une génération, d'où le titre du bouquin. Eh bien, il va devoir répondre à 3 critères. Chacun d'entre nous les pondère différemment en fonction de nos convictions, de notre histoire, mais c'est naturellement la souveraineté, la réduction de l'empreinte environnementale et la cohésion et la répartition de la richesse sur notre territoire pour que tout ne soit pas concentré comme on l'a fait pendant 1 ou 2 décennies où une majorité de la création de richesse a été concentrée sur les métropoles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je sais que je suis très causant, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps. Merci en tous les cas d'avoir cette opportunité d'exprimer cela avec vous. Merci beaucoup. Je me suis levé ce matin en lisant les Échos avec une carte qui nous proposait les futures potentielles fermetures d'usines. Et je finis ce soir par réindustrialiser le film d'une génération. Donc merci de remettre de l'enchantement dans la réindustrialisation. J'ai passé la parole à Élise Tissier, directrice de BPI France Le Lab, et Tatiana Luent, responsable d'études stratégiques de BPI France Le Lab, qui vous présente l'étude dont on a beaucoup parlé depuis le début de l'événement. Et là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Merci à vous 2. Bonjour à tous, merci Benoît et merci Olivier. Moi, je suis une fan absolue, donc je t'écoute à chaque fois. Alors, avec Tatiana, nous allons vous parler d'une étude effectivement que nous avons menée pendant 1 an sur la réindustrialisation avec un angle territorial, ce que nous n'avions, nous, le lab de BPI France, jamais fait auparavant. Et bien, l'objectif, c'est de vous en présenter les principaux résultats. Alors,
cette étude, elle a représenté effectivement un gros travail par rapport à une approche qu'on a voulu la plus riche possible. Et je vais mentionner simplement 4 dimensions qu'on va vous présenter ensuite avec Tatiana. D'abord, que vous voyez là à l'écran, c'est le cadrage macroéconomique. Olivier l'a mentionné tout à l'heure. Quand on s'est lancé dans cette étude, il y avait ce questionnement autour du poids de l'industrie dans l'économie française et sa part. Alors effectivement, on arrivait à peu près aux 12% comme un point qui soit atteignable et qui ait surtout du sens, qui correspondent grosso modo à une balance manufacturière équilibrée. Et vous allez le voir dans la démonstration, ce cadrage macroéconomique nous permet de voir que le tissu de PME, ETI industrielles existantes contribue à hauteur de 2/3 de la marche à franchir. Et ça, c'est quand même important à rappeler. Deuxième élément important de cette étude, c'est ce que nous avons appelé la cartographie du potentiel industriel des territoires. Parce que comme ça a été déjà dit à plusieurs reprises, chaque territoire a des atouts. Et ce qui était important pour nous, c'était de comprendre quels étaient les atouts de ces territoires, avec, vous allez le voir, une trentaine d'indicateurs les plus objectifs possibles. Troisième élément qu'on vous présentera tout à l'heure sont les résultats d'une enquête auprès des industriels. Alors, enquête réalisée au premier trimestre, donc on pourrait discuter à l'infini des données, de leur véracité aujourd'hui. Néanmoins, on sait que pour certains, on est toujours bien dans le vrai. On a quand même quasiment 3000 industriels qui nous ont répondu. Et quatrième élément qu'on aura l'occasion de vous présenter, c'est une enquête auprès des Français. Olivier a mentionné à plusieurs reprises la question de l'acceptabilité sociale de l'industrie et c'est important pour nous de vous montrer ces chiffres. Oui, peut-être juste un mot quand même. En fait, j'aime bien commencer par la conclusion comme ça. Si toutefois vous avez la tentation de prendre votre téléphone, sachez que vous devez repartir de cette salle avec 4 éléments en tête. Le premier, je l'ai déjà mentionné, c'est la cible de réindustrialisation, avec cette part des 2/3 représentés par les PME ETI industrielles existantes. Une fois de plus, hein, c'est les projets cachés dont parlait Olivier tout à l'heure. Le deuxième, c'est quand même un niveau d'acceptabilité sociale, je dirais relativement acquis de la part des Français, même si vous allez voir, il y a quand même des ambivalences qui sont absolument pas neutres. Troisième élément qui est important, c'est que tous les territoires ont du potentiel. Là aussi, Olivier l'a dit tout à l'heure, hein, certains territoires peuvent paraître avoir moins d'atouts. C'est pas pour autant qu'ils n'en ont pas, et surtout, ils peuvent en avoir pour des projets industriels spécifiques. Et quatrième élément, enfin en tout cas quatrième message à avoir en tête, c'est qu'on avait plus de 50% des industriels qui ont répondu à notre enquête, qui nous ont fait part d'un projet d'implantation. Alors, on vous présentera tout à l'heure quel type de projet d'implantation. Essentiellement, c'est des extensions de sites. Mais ça aussi, c'est extrêmement important parce qu'on en parle finalement assez peu. Alors, on commence avec cette question de comment se pose la réindustrialisation en termes économiques. Là, il va y avoir un petit peu de redite, mais du coup, je vais passer assez rapidement par rapport à ce qu'a déjà dit Camille et Olivier. Du coup, la nécessité de la réindustrialisation, elle ne fait plus trop débat aujourd'hui, et particulièrement dans un contexte post-Covid, guerre en Ukraine, avec ses enjeux à la fois de souveraineté, de transition écologique et de cohésion des territoires qu'a rappelé Olivier tout à l'heure, mais elle se décline différemment pour différentes parties prenantes. Donc c'est ce qu'on a là. Au niveau de l'économie, on a déjà beaucoup parlé de cette part du secteur industriel dans l'économie en général. Pour les entreprises, ça passe par des ambitions de croissance, pour les entreprises industrielles. Pour les citoyens, c'est assez multiple. Ça passe à la fois sur le Made in France, l'impact sur le panier de consommation. Ça passe aussi dans le voisinage par rapport au projet d'implantation des entreprises dans les territoires. Et ça parle aussi de la question de l'attractivité des différents métiers industriels. Enfin, pour les territoires, là aussi, ça a déjà été dit à foison, la réindustrialisation, c'est une politique à la fois d'aménagement et de développement économique. Juste pour une question très théorique et méthodologique, le périmètre qu'on a retenu pour l'industrie dans l'étude, c'est celui vraiment de l'industrie manufacturière. Ça inclut donc les industries extractives, énergétiques et tout ce qui est distribution d'eau et gestion des déchets. Du coup, cette cible de réindustrialisation dont on a déjà beaucoup parlé, là, de façon très visible, cet objectif donc de passer de 9,7% du PIB
pour l'industrie dans le PIB à 12% à horizon 2035, ce qui se traduit également en termes d'emploi par une création d'ici à 2035 d'environ entre 600 000 et 800 000 emplois. Donc, c'est une marche assez haute. Est-ce qu'on a dans le tissu industriel existant les ambitions de croissance pour pouvoir remplir cet objectif? On en a déjà un petit peu parlé. Donc là, ce sont les résultats d'une question qu'on a posée dans notre enquête auprès des industriels sur les ambitions de croissance à 3 ans. Et on voit au premier trimestre 2024, on avait des industriels assez optimistes sur leur croissance à 3 ans. Olivier en a aussi parlé, donc vraiment un effort qui a été fait dans l'étude pour essayer de comprendre comment on pouvait atteindre cette cible de réindustrialisation à l'horizon 2035. Du coup, dans un premier temps, ce qu'on a vu, c'est que les ambitions de croissance du tissu industriel existant, donc les entreprises qui sont déjà présentes dans nos territoires, vont devoir dans un premier temps empêcher la désindustrialisation, donc remplissent cet objectif-là et peuvent contribuer à l'objectif de réindustrialisation à hauteur de 25 milliards de VA créés. Donc cette totalité pour arriver à la cible de la part du tissu industriel, c'est donc 2/3 de l'effort. Le tiers restant, ça va être de la création de l'exogène, donc tout ce qui va être création de nouvelles, de start-up industrielles, nouvelles entreprises et IDE. Je te repasse la parole, Élise, du coup, pour nous parler maintenant de comment les industriels et les Français voient la réindustrialisation, donc ce regard croisé qui sont les résultats de nos 2 enquêtes. Je reviens juste 20 secondes sur le... Alors, ça peut paraître extrêmement compliqué, mais ça peut être aussi assez simple. Quand Tatiana vous dit ne pas désindustrialiser, là, c'est vraiment un travail macroéconomique qui est comment on maintient la part de l'industrie dans le PIB à ce qu'on est aujourd'hui, sachant que le PIB continue de progresser. Chez BPI France, on fait une blague qui est peut-être pas très drôle, qui dit finalement, si toute l'économie s'écrase, peut-être qu'on aura une industrie flamboyante. Tout ça pour dire que, voilà, les chiffres, il faut aussi... La question du sens, elle est importante. Il ne faut pas regarder le chiffre qui n'est pas une fin en soi. Donc ça, c'est une première part quand même déjà importante. Ça veut dire que les industriels actuels ont une contribution au maintien de cette part dans l'industrie, dans l'économie, et que ces mêmes industriels actuels ont une part aussi pour la réindustrialisation, je dirais, nette. C'est ce à quoi on arrive ici, à un 10,3% du PIB, avant donc cette valeur ajoutée qui est nécessaire d'aller chercher dans d'autres projets. Et j'insiste parce que ces chiffres-là, ils ne sont pas sortis du chapeau. On les a calculés à partir des anticipations des industriels sur les 3 prochaines années qu'on a projetées à 10 ans tout simplement pour pouvoir faire cet exercice de prévision macroéconomique. Alors tout à l'heure, j'ai mentionné une enquête auprès des Français et aussi des industriels. Ici, je vais vous présenter quelques données sur le niveau d'acceptation. Question qui a été posée, c'était sur la France est-elle actuellement dans une phase de réindustrialisation? Vous pouvez voir que le chiffre était, je dirais, assez nuancé, puisqu'on avait 40% de la société civile, donc des gens, tout simplement, pas forcément industriels, qui estimaient que la réindustrialisation était en marche, contre 32% qui disaient fermement, 28% qui disaient fermement non, et 32% je ne sais pas. Et vous voyez que les dirigeants industriels étaient presque plus pessimistes que la société civile sur cette phase de réindustrialisation, et qui montrent quand même toute la lucidité de ces chefs d'entreprise sur le fait que la réindustrialisation est un mouvement de fond, c'est un mouvement long, c'est un mouvement difficile, et que oui, on traverse effectivement sans doute un hiver industriel, et c'est pas pour autant qu'on doit poser le crayon sur et désespérer sur cette réindustrialisation. Autre question qui était posée aux Français, je vous les rappelle, depuis une dizaine d'années, des actions sont entreprises pour redynamiser le secteur industriel en France. Qu'en pensez-vous? Et là, alors je vais pas commenter évidemment chaque statistique, mais on voit qu'on a 82% des Français qui sont très largement favorables à cette industrie, avec quelques nuances selon la typologie. Et je mettrai simplement le doigt sur les 18-34 ans. On voit qu'il y a des vrais écarts avec la population générale sur cette adhésion, je dirais, à l'industrie. Et ça, c'est un véritable enjeu, parce que pour rejoindre la question de l'attractivité dont parlait tout à l'heure Olivier, ce sont ces mêmes jeunes qui sont aujourd'hui en formation ou qui vont l'être. Donc on voit que l'attractivité
l'attractivité pour eux, elle est fondamentale. Après, sur l'image de l'industrie, on avait différentes propositions et finalement, l'image de l'industrie auprès des Français, elle n'est pas si mauvaise puisqu'ils sont une très large majorité à penser que l'industrie française produit des biens de haute qualité et est une fierté pour les territoires. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup en avant parce qu'effectivement, les Français font bien le lien entre le territoire et leur industrie. Autre élément, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait certaines ambivalences à propos des Français sur l'acceptabilité. On rentre dedans, puisque aujourd'hui, globalement, les Français associent quand même l'industrie à beaucoup d'impacts négatifs, et en particulier à la pollution. C'est ce que vous voyez à l'écran, hein, c'est le principal impact négatif qui est perçu par les Français sur l'industrie. Et on comprend quand on voit les images qu'on leur a soumises, en leur disant, pour vous, quelle est l'image qui est la plus représentative de l'industrie. Et vous voyez la première qui est à gauche, hein, qui est en fait un grand site industriel avec des cheminées hautes, etc., qui laisse penser qu'il y a de la pollution. C'est clairement celle qui est la plus, on peut dire, plébiscitée par les Français, alors que l'usine moderne ou l'usine verte, on voit que c'est assez loin. Donc une image quand même d'antan qui persiste dans l'imaginaire. Alors on n'est pas en train de dire que ce genre de site n'existe plus dans les territoires. Pour autant, est-ce l'image majoritaire? Sans doute pas, et certainement pas pour tous les secteurs industriels. Autre point aussi d'ambivalence très fort chez les Français, qui pourrait d'ailleurs se retrouver dans l'agriculture, hein, c'est que tout le monde veut du Made in France. Par contre, quand ça commence à toucher à poche, c'est plus compliqué. Donc, quand on leur demande quels sont les principaux critères de choix quand vous achetez quelque chose, vous voyez que le prix est clairement le premier critère de décision. Et ça, que ce soit dans le premier choix ou dans les 3 premiers. Le Made in France n'est pas inexistant. Vous le voyez ici, il est en 3e position, mais il est quand même assez loin dans l'ordre de priorité. Et je soulignerai ici un autre qui, lui, est très très loin, c'est l'empreinte carbone faible qui est quasiment inexistant. Et pareil aussi sur les impacts positifs que je ne vous présente pas ici, mais qui est finalement peu perçu. Aujourd'hui, dit clairement, les Français n'associent pas l'industrie et la décarbonation. Or, c'est une question aussi de souveraineté que d'avoir une industrie française souveraine et décarbonée. Du coup, passage à notre 3e partie, qui est du coup cette cartographie du potentiel industriel des territoires. Du coup, là, vraiment un travail de collecte de données publiques, de pondération et de modélisation au niveau de la zone d'emploi. Donc, pour vous donner un petit peu le cadre aussi méthodologique pour cette partie, dans un premier temps, une collecte des critères vraiment pertinents pour les industriels, à la fois auprès de la littérature et d'experts. Une pondération à travers les résultats de notre enquête, dans laquelle on a posé la question quels sont les critères que vous priorisez pour une nouvelle implantation, et des ateliers avec les industriels pour l'aspect qualitatif. Et enfin, cette modélisation par bassin d'emploi que vous allez voir à travers différentes cartes. Donc, cette question de l'enquête dont je vous parlais à l'instant, là, ce qu'on a mis en regard, c'est les critères qui ont permis de choisir le lieu de la dernière implantation que vous voyez à gauche, et à droite, les critères que vous regarderez pour votre prochaine implantation. Donc là, ce qu'on voit, c'est que avant, vraiment, le foncier prenait le devant sur tout, alors que pour le futur, on a 3 critères qui passent la barre des 49%, à la fois, donc bien sûr, toujours le foncier qui reste en tête, mais également la présence de compétences et talents dans le territoire, et la présence d'infrastructures. Comment ça se traduit pour nous dans ces différents critères et toutes ces données qu'on a collectées, on les a regroupées en différents capitaux. Donc le capital physique, le capital écosystémique, je rentrerai dans le détail un petit peu plus tard, le capital humain, le capital qualité de vie et le capital environnemental. Et on les a pondérés en fonction justement de ce que nous ont dit les industriels pour produire une carte un peu synthétique de ce potentiel du développement industriel des territoires. Alors, pour entrer dans le détail, ce qu'on a appelé capital physique, c'est à la fois le potentiel au niveau du foncier et des infrastructures des différents bassins d'emploi. Donc, pareil, comme je vous disais, utilisation de données publiques, parfois qui viennent de la Banque des territoires, sur donc, tout ce qui est foncier disponible, à la fois foncier économique et site clé en main, et également infrastructure, donc tout ce qui est autoroutes, gares, portuaires et aéroportuaires. Donc, peut-être un petit commentaire sur la carte. Donc, tout ce qui est plus foncé, ça veut dire un potentiel plus élevé.
Ce qu'on voit sur le capital physique, par exemple, ça va être dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté, un capital foncier assez important. Ce que nous, on met en regard d'une histoire industrielle assez forte et du coup des territoires qui ont subi une désindustrialisation importante et du coup la présence de friches industrielles notamment qui pourront être réutilisées à l'avenir. Ensuite, le capital écosystémique qui cherche, lui, à capturer plutôt la culture, l'histoire industrielle du territoire et la présence justement d'un écosystème dans le territoire pour favoriser l'industrie de demain. Donc, comment on a calculé ça ? À la fois par les dynamiques récentes dans l'industrie, donc ce qui va être les créations d'emplois entre 2017 et 2019, la part de l'emploi industriel dans le bassin d'emploi, mais aussi tout ce qui va être au niveau de la culture, de l'histoire, les entreprises du patrimoine vivant, les entreprises du Céveso, sur la question de la gouvernance qu'a mentionné Olivier aussi, du coup la couverture de la zone d'emploi par les programmes territoires d'industrie. Enfin, le troisième capital, c'est le capital humain. Donc là, vraiment plus simple. On a trois critères. Celui qui a le plus d'important, c'est le nombre de diplômés dans l'industrie hors cursus ingénieur, avec cette idée que justement les formations qui vont du CAP au Bac+3 sont plus amènes de rester dans le territoire à la fin de leur formation. Donc ça, très pondéré. Et le taux de chômage à 15%, que nous, on voit comme une force, parce que je vous ai dit que pour atteindre cette cible de réindustrialisation à l'équilibre de la balance commerciale, il faut à peu près 600 000 à 800 000 emplois d'ici à 2035. Du coup, on voit le taux de chômage comme une réserve de travailleurs qui pourraient travailler dans l'industrie. On a aussi regardé, du coup, la présence d'écoles de production. Là, on voit peut-être sur la carte une concentration qui est plus autour des métropoles, ce qui a tendance à être le cas là où on voit le plus de formations se rassembler sur les territoires. Sur les capitales qualité de vie, notre idée, c'est vraiment qu'une fois qu'on a pu implanter son usine, ou en tout cas quand on regarde où est-ce qu'on veut implanter son usine, on a envie de s'implanter là où nos travailleurs vont avoir envie de vivre. Du coup, essayer de comprendre où est-ce qu'il y a ces facteurs qui influencent beaucoup la qualité de vie. Donc, c'est mobilité, accès aux soins, accès aux services et aux équipements. Et on a aussi regardé le solde migratoire, qui est un peu le résultat de tout ça, pour voir quelle a été la dynamique entre 2014 et 2020 sur les différents territoires. Là, on voit que les côtes de la France et les métropoles sont aussi assez avantagées sur ce capital-là. Pour terminer, le capital environnemental qui n'est pas ressorti très fortement dans les pondérations des industriels, ou aussi de la part des sociétés civiles d'ailleurs, mais non plus du côté des industriels, mais qui pour nous est très important et qu'on voit évidemment clé pour que l'industrie prenne en compte donc le contexte des aléas climatiques qui arrivent, à la fois donc les sécheresses, inondations, et autres catastrophes naturelles, typiquement incendie, vague de chaleur, notamment l'aspect eau. Il y a beaucoup d'industries qui dépendent vraiment de la ressource eau. Et du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup pondéré l'aspect sécheresse. Et du coup, ça, c'est de la donnée BPI France risque qui nous a permis de voir, comme sur la carte, et on le sait, je pense, le nord et l'ouest de la France qui sont assez avantagés sur ces questions-là et plus de risques dans le sud et en plein centre. Donc, la synthèse de tout ça, nous, notre point de vue, c'est que, comme l'a déjà dit Élise, tous les territoires ont un potentiel industriel avec l'idée justement que différentes entreprises, différents projets vont chercher différents capitaux, différents avantages dans les différents territoires et que du coup, grâce potentiellement à cette cartographie, en tout cas, on peut voir où existent ces avantages et ces atouts des différents territoires. Je crois que ça conclut presque cette partie. Peut-être pour vous montrer qu'en tout cas, il n'y a pas de déterminisme. Cette comparaison entre ces deux cartes, donc celle-là, c'est notre synthèse du potentiel industriel des territoires. La deuxième, c'est l'accroissement de l'emploi manufacturier entre 2017 et 2019. Et là, moi, ce que j'en tire, en tout cas, c'est que évidemment, on a fait ce travail de cartographie qui est intéressant à partir de données froides, mais il y a évidemment tout cet aspect aussi gouvernance, stratégie des territoires qui impacte beaucoup le dynamisme industriel dans les territoires. Et du coup, voilà, je pense que peut-être Élise.
Et peut-être aussi pour faire le lien avec ce que disait tout à l'heure Olivier, cette carte violette sur la création d'emplois, elle nous dit des 40% de l'attractivité d'un territoire qui est facteur de création d'emplois versus toutes les autres données, notamment foncières. Alors ça, c'est pour dire que notre temps est terminé. Tac. Donc, je prendrai encore 2 minutes pour vous parler justement des industriels. Quels sont leurs projets, les fameux 2800 industriels qui nous ont répondu. Alors, tout à l'heure, je mentionnais le fait que plus de la moitié avaient un projet d'implantation en France. Comment se répartissent ces projets d'implantation? Quels sont ces projets? Donc, vous voyez dans ce graphe de gauche que 38%, donc là, ce sont les totals des répondants, 38% des 2800 industriels ont un projet d'extension de site industriel en France, 14% un projet de création d'une nouvelle installation, 8% un projet de déménagement et dans des proportions beaucoup moindres et sans doute tant mieux, création d'une nouvelle installation à l'étranger 5%, relocalisation 3%. Ça, un commentaire, on avait déjà observé en 2021 dans une étude du Lab sur délocalisation, relocalisation, que oui, les relocalisations existent bien. Néanmoins, c'est pas avec les relocalisations qu'on va faire la réindustrialisation. Et ça nous est confirmé une fois de plus. Et surtout, on ne relocalise pas ce qui a été délocalisé il y a quelques années. Et puis, le phénomène de délocalisation se poursuit là aussi, même s'il est très mineur, c'est aussi encore un fait. Ce qu'on met en avant dans cette slide, c'est une fois de plus l'écart entre la réalité de cette réindustrialisation. On voit qu'en fait, c'est le fameux projet caché, une fois de plus. Hein, ce sont des sites industriels qui ont tendance à s'étendre. Ce sont des industriels qui ont une croissance de leur chiffre d'affaires parce qu'ils diversifient, parce qu'ils innovent, etc. etc. Alors que les Français, eux, justement, ils associent l'industrie à le fait de réindustrialiser la France au fait de relocaliser en France des sites de production. Et donc, on voit qu'il y a quand même encore pas mal de travail à faire sur l'industrie et sans doute l'actualité ne nous y aide pas. Alors, en lien avec cette question de l'extension des sites, on a aussi posé la question du besoin en foncier par ces industriels, puisque on l'a vu, hein, le foncier est un élément qui revient souvent, en particulier avec la loi ZAN. Ce qu'on peut observer, et finalement on n'est pas étonné au regard de ces résultats, c'est que la majorité ont un besoin de ce qu'on peut appeler petit foncier, parce que c'est pas non plus complètement petit, mais moins de 2 hectares. Là aussi, on a vu que médiatiquement, il y a eu ces derniers mois, dernières années, beaucoup de papiers qui sont sortis sur les gigafactories qui pouvaient laisser penser qu'un territoire qui n'avait pas de grands fonciers aurait du mal à attirer des projets industriels. On voit bien que c'est pas le cas. Et quand on les interroge, ces dirigeants, on voit tout le sujet justement des compétences. C'est-à-dire que même déménager dans un autre territoire, ça peut être compliqué parce qu'ils peuvent perdre une partie de leurs compétences. Et on avait aussi une question sur la loi ZAN. Alors peut-être parce qu'ils connaissaient pas très bien à ce moment-là, je ne sais pas. Mais finalement, l'inquiétude était quand même assez relative. Pas la majorité qui s'en inquiétait encore. Et je terminerai là-dessus pour redire que les compétences, c'est le nerf de la guerre. Alors, c'est vrai qu'on peut le voir avec les annonces des dernières semaines des plans sociaux où on voit que ce sont des sites qui ferment ou des réductions d'effectifs qui pourraient laisser penser justement à des prises de parole sur la casse sociale. Et ça rejoint en partie ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est que du côté des industriels, c'est plutôt l'inverse on a toujours du mal à recruter. Nous, on l'a observé même avant Covid, il y avait quand même un phénomène structurel de besoin en compétences. Donc là, ça ressort. La question, c'est sur les freins locaux. On a vu tout à l'heure, la question, c'est sur les critères. Pour quels critères pour choisir son implantation? Ici, c'est quels freins locaux. Donc imaginez-vous, on parle quand même d'un frein local. Donc nous, on pensait que ce serait notamment la qualité du dialogue avec les élus, les collectivités qui pourrait être un frein. Alors, c'en est pas un totalement, mais en tout cas, c'est assez faible par rapport à la question de la compétence. Voilà, je pense que ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, et merci encore une fois pour ce beau partenariat avec la Banque des Territoires. Merci Élisée, Tatiana. Peut-être pour vous dire qu'il y a eu la question de savoir à l'accès des données que vous avez présentées. Tout est disponible sur le site du Lab. Et vous dire aussi que BPI Le Lab a publié aussi des focus régionaux. Très récemment, et donc ça peut aussi vous intéresser d'avoir ce focus plus régional. Donc on a parlé beaucoup de territoires. Je vous propose de donner la parole à un acteur d'une région très industrielle, Monsieur Lagrange, président de l'AER de la Bourgogne-Franche-Comté.
Bonjour à toutes et à toutes. J'ai participé à une partie de ces présentations fort intéressantes et qui vont permettre de rebondir sur la question du foncier, sur la question des friches, sur l'attractivité. Alors, je ne sais pas s'il est utile de rappeler que je suis, je ne sais pas si on me voit, le président de l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté, donc, qui est une SPL qui intervient bien sûr pour le compte de la région dans le cadre de sa stratégie régionale, mais aussi de ses territoires, puisque cette SPL elle est constituée de la région, mais aussi de 83 EPCI. Donc ça veut bien dire que, je l'expliquerai, on est dans une task force très, très mobilisée pour parler économie. Mais juste dire deux mots rapides sur la région. Alors comme toutes les régions, et je l'ai bien entendu, une région fortement industrielle, puisqu'il y a des chiffres que je vais rappeler quand même, que nous avons ici, et je salue Olivier Luancy, parce que quand on parle territoire d'industrie, ça me ramène, pour avoir travaillé avec lui il y a quelques années et toujours aujourd'hui sur cette préoccupation essentielle, un territoire industriel, ça vit, ça meurt, ça revit, et on a aujourd'hui 10 territoires d'industrie en Bourgogne-Franche-Comté, autour de 6 pôles de compétitivité, 16 clusters. On a effectivement un taux d'emploi industriel qui est très important parce que on a 23% des emplois industriels qui sont dans l'industrie. C'est bien largement au-dessus de ce que des chiffres de la France. 30% des cadres travaillent dans le secteur industriel, alors que la moyenne en France est de 17%. On a 19 300 établissements industriels. C'est la première région en investissement privé en R&D. Deuxième région agricole, ce qui n'empêche rien. Et puis surtout, depuis quelques années, la cinquième région, on en est assez fiers, au palmarès des implantations directes, des investissements directs étrangers. Ça veut dire que cette région qui a un passé glorieux, a quelquefois des difficultés. Pour information, je suis conseiller régional, j'ai été vice-président, mais je suis surtout aussi élu de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau-les-Mines. Ça peut parler pour certains, un des berceaux industriels de France aujourd'hui, qui revit après avoir subi des contraintes très fortes de désindustrialisation, comme le Nord-Franche-Comté a pu l'avoir. Donc l'agence économique, je l'ai dit, une SPL, qui est positionnée tant sur les projets endogènes qu'exogènes. Bon, cette agence, elle existe depuis 7 ans, depuis la fusion des régions. Elle a une parfaite connaissance de l'écosystème, puisque nous avons une organisation par filière et par territoire. Je l'ai dit, l'important, c'est que pour répondre, et on y viendra dans les questionnements, à la demande des entreprises endogènes ou exogènes, c'est d'avoir une parfaite connaissance et un travail collectif pour répondre aux besoins dans chacun des territoires. Et puis, de façon coordonnée, c'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement, on ne parte pas dans tous les sens quand on doit suivre un projet et bien mettre tous les acteurs autour de la table. Donc, on a une démarche de prospection, puisqu'on l'a fait aussi par filière et par pays. On participe avec les CCIR à des salons, on participe à des missions. Et on a une excellente connaissance du foncier et du bâti vacant. Je pense qu'on là, on pourrait le démontrer avec nos outils qui ont été mis au point avec une plateforme qui s'appelle Offert, qui présente tout le foncier, avec une réaction par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Le fameux ZAN nous préoccupe quand même. C'est vrai qu'un territoire industriel comme le nôtre a du potentiel, de petites à grandes plateformes, mais a aussi beaucoup de friches. On a aujourd'hui 2 sites clés en main qui sont 2 sites qui sont d'anciennes friches industrielles. Et souvent, on a peut-être par rapport à d'autres aussi peut-être cet atout, mais aussi cette difficulté. Remettre des friches industrielles sur le marché, ce n'est pas aussi simple que d'offrir du terrain nu. Donc ça, c'est un vaste sujet qu'on porte avec d'autres élus auprès de l'État pour avoir, de garder des capacités d'investissement et de développement économique dans le foncier. Donc ce foncier, il est bien connu parce qu'on travaille vraiment en proximité avec les EPCI. Donc ça va de la métropole dijonnaise, Besançon, en passant jusqu'aux petites intercos, si je puis dire, de communautés de communes de 10, 15 000 habitants, les communautés d'agglomération, etc. Et donc on a la capacité d'offrir du terrain, mais aussi de répondre, et je le citerai dans un exemple qui marque le travail qu'on fait notamment avec la Banque des Territoires, un projet qui s'appelle Antolin, où on a aussi des outils de portage immobilier, avec un règlement d'intervention de la région
mais aussi surtout des sociétés d'économie mixte locale et un outil qui s'appelle Batifranc, qui est l'outil de portage immobilier en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, c'est juste une présentation rapide pour vous dire que voilà dans quel contexte l'agence travaille et doit aujourd'hui répondre à ce défi de réindustrialisation. Je ne sais pas si je continue, si j'embraye sur la façon dont on travaille. Vous pouvez y aller, ouais. Bien, donc j'ai cité deux bassins. On parle aujourd'hui du bassin que je connais bien, le Creusot. Je crois que la méthode de travail qu'a aujourd'hui cette agence comme cette région, elle vient du fruit au fait de ces sinistres aussi, du travail qui a été mis en place quand on faisait de la revitalisation de territoire, de la reconversion, quand on travaille sur des dossiers suite à une fermeture d'usine. Dans ces cas-là, la mobilisation, elle est générale. Et je pense qu'on peut le dire, en même temps, ce territoire, il est vraiment imprégné de la culture industrielle qui résulte du passé, mais qui est très innovant aujourd'hui, parce que c'est plus l'industrie, même si on a du mal quelquefois à le vendre, l'industrie de Zola. J'étais en début de semaine au lancement de la semaine de l'industrie avec le préfet de région dans une entreprise qui s'appelle Adex Pharma. C'est l'entreprise qui fabrique les patchs qu'on a tous, etc. Et c'est une industrie, donc avec des salles blanches, et qui a réglé le problème, par exemple, du ZAN en construisant sur 2 étages. Donc, pour vous dire que, voilà, il y a un savoir-faire, une évolution forte dans l'appréhension de la réindustrialisation. Et donc, l'agence, en fait, elle est là pour faciliter le travail d'accompagnement du chef de projet. Et c'est une force, je pense, de frappe de cette région, que d'autres ont aussi, hein. C'est que très tôt, le projet est accompagné avec l'État, la région, l'agence, les collectivités, les pôles de compétitivité, les laboratoires, si besoin, France Travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système de guichet. C'est automatiquement un tour de table pour approcher au plus près les besoins de l'entreprise, soit dans son développement, soit dans son implantation. Et c'est comme ça, en faisant du sur-mesure, qu'on arrive à apporter la meilleure réponse, aussi bien sur le foncier que sur les questions d'anticipation, sur l'ICPE, etc. Vous savez, on dit souvent en France, quand un investisseur étranger arrive, oh là là, c'est compliqué la France, administrativement, etc. On m'a démontré que, notamment avec l'industriel espagnol, c'est que ça allait beaucoup plus vite chez nous que chez eux. Donc, comme quoi, de temps en temps, on peut aussi casser un peu ces a priori. La France a aussi des capacités, et ça a été démontré voilà, pour s'engager sur ces gros chantiers de réindustrialisation. Voilà, donc le dialogue entre acteurs publics et acteurs privés, je l'ai déjà évoqué, qui se fait parce que l'agence économique est reconnue comme, bon, à la fois par le monde économique, on a un fonctionnement qui est basé sur 2 structures. Une assemblée spéciale qui est celle des territoires, la région et les EPCI, et une instance économique qui réunit l'ensemble de l'écosystème. Parce que ça a été dit, je pense qu'il est important d'avoir voilà, une parfaite connaissance et une mobilisation de cet écosystème industriel, dont la Banque des Territoires, bien entendu, fait partie. Je rends hommage à notre hôte aujourd'hui, mais c'est important de pouvoir réunir à la fois les acteurs de terrain, l'écosystème universitaire, mais aussi les financeurs quand c'est nécessaire. Et donc l'agence est vraiment un facilitateur qui sert à rassembler, à mobiliser tous les acteurs. Donc il nous arrive même d'aller quasiment l'agence est là aussi pour contribuer au sourcing d'activité, c'est-à-dire qu'un industriel qui arrive dans un territoire, il a besoin de connaître la sous-traitance, il a besoin de connaître le bassin d'emploi, et un terme qui a été employé aussi par les 2 personnes avant moi, c'est la question de l'attractivité. Aujourd'hui, la région Bourgogne-Franche-Comté, comme d'autres, se lance dans un processus d'attractivité qui ne concerne pas simplement l'économie, qui ne concerne pas simplement le tourisme, même si je vous invite tous à sortir un peu de Paris, mais vous connaissez déjà la Bourgogne-Franche-Comté, on en parle en bien, son cadre de vie, sa gastronomie, mais ça ne suffit pas à faire venir des habitants, ça aide, mais il faut aussi des services publics, hospitaliers, etc. Et c'est pour ça que le 3e volet de l'attractivité régionale, elle passe par les territoires. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de ces territoires. Ce sont eux qui doivent apporter l'attractivité résidentielle, la qualité de l'habitat,
Un industriel, ça a été également dit, il a besoin de tout ça pour ses cadres, pour ses futurs salariés. Donc l'agence fait partie de ce groupement de tous les acteurs qui doivent aujourd'hui apporter une nouvelle attractivité pour accueillir des emplois, mais aussi des nouveaux habitants. Alors, c'est vrai on a eu plusieurs exemples. J'ai entendu avant moi qu'on parlait des gigafactories. C'est vrai qu'on a une période très faste, si on peut dire, qui est liée à la filière hydrogène avec l'implantation, par exemple, de McPhy, de Genny, Inocel. C'est vrai que quand je disais que cette région est une région industrielle qui sait valoriser son tissu, mais aussi sa recherche, c'est grâce aussi à l'université de Belfort-Montbéliard qui avait toute cette recherche. Et de la même façon, on pourrait parler de la santé aujourd'hui, qui s'appuie sur ce qui existe dans la métropole dijonnaise et à Besançon, sur les biothérapies. C'est pour dire que l'industrie, c'est pas simplement, comme certains le pensent, l'industrie manufacturée, où malheureusement, c'est peut-être aujourd'hui un des éléments un peu difficiles pour nous, c'est la reconversion un peu de ces sites qui étaient liés à l'automobile. Tout le monde connaît Sochaux. On sait très bien que voilà, ce sont des secteurs qui, avec la sous-traitance, voilà, subissent de fortes modifications. Mais il y a quand même alors je sais pas, moi je le déroule, hein, puisque j'avais un fil conducteur. J'ai un exemple qui montre qu'on a effectivement réussi un beau projet avec la Banque des Territoires qui était le maintien dans le Gros Besançon d'une société, d'un groupe qui s'appelait Antolin, qui est un sous-traitant de l'automobile qui fait tout ce qui est le luminaire, tout ce qui est l'habillage intérieur des voitures pour en faire quelque chose d'un peu plus sympa qu'un simple tableau de bord, pour résumer. Et donc là, il a fallu créer une société immobilière spécifique où le Grand Besançon est actionnaire, l'agence, non pas directement, mais Batifranc, qui est la société immobilière de la région à hauteur de 35%, et la Banque des Territoires pour 30%. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas une recette unique. En fonction des projets, on peut aller jusqu'à ce portage immobilier, trouver des exemples pour accompagner et revitaliser les territoires. Et c'est vrai qu'on a des grands sites. J'ai parlé du Nord-Franche-Comté, on parle de Montbéliard, Belfort, le Creusot, Châlons, mais c'est très diffus avec Lyon industriel. On a cette richesse peut-être d'avoir des bassins, c'est quelquefois une faiblesse, mais beaucoup de bassins industriels qui permettent de faire rayonner toute la région dans toutes ces filières. Moi, j'ai peut-être une question, Monsieur Lagrange. Effectivement, là, sur Antoline, Banque des Territoires est intervenu, BPI, je crois, est prêteur sur l'aspect immobilier. Et pour revenir avec les interventions précédentes, et notamment le potentiel de réindustrialisation, c'est aussi issu des extensions de sites déjà existants, du tissu économique existant. Antoline est un beau projet d'attractivité, d'investissement étranger, de point de vue d'Espagne. Mais côté justement tissu industriel, est-ce que c'est votre retour? Est-ce que, en tant que président de l'AER, est-ce que c'est ce que vous voyez? C'est-à-dire le potentiel de réindustrialisation est aussi principalement dû au tissu industriel déjà existant sur votre territoire? Oui, je pense qu'on doit jamais, contrairement à l'enquête qui a été faite, penser que tout va venir de l'extérieur. On travaille beaucoup sur l'accompagnement, la restructuration de certaines entreprises, à la fois sur le foncier. L'entreprise pharmaceutique dont je vous ai parlé, elle existe depuis des années sur Chenôve. Il pourrait étendre son activité et créer de nouvelles filières de fabrication. On l'a accompagné avec la métropole sur son foncier existant. De la même façon, j'ai en tête, puisqu'on a des thématiques qui peuvent être sympas, il n'y a pas que, si on parle de luxe, on a beaucoup de sous-traitants de la filière de luxe qui sont dans le Jura, mais qui se répartissent dans tous les territoires de la Bourgogne. Et c'est une entreprise récemment qui vient de recréer un nouveau site de 350 salariés qui était déjà à Besançon. Donc on compte effectivement sur l'apport extérieur. Vous avez parlé d'Antolin qui est espagnol. On en a une qui est une vraie figure de ce qui représente les investissements directs étrangers, c'est Wikifood, une entreprise qui s'est implantée sur Châlons. Et là encore, grâce au travail qui a été fait en classant ces sites
site clé en main, territoire d'industrie, et avec effectivement ce travail fait avec le PCI en termes d'attractivité, en termes d'emploi, parce qu'il y avait un écosystème aussi favorable à cette entreprise, puisqu'elle trouvait voilà, toutes ces matières premières et la recherche en matière fondamentale sur le blé, etc., les éléments en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais on ne se focalise pas que sur l'externe, sur l'exogène. On travaille aussi beaucoup sur l'accompagnement des entreprises locales. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. Et l'invitation, oui. Elle persiste, comme on l'a fait toujours à Business France, hein, parce que tant pis pour les autres collègues qui entendent, nos bons résultats viennent de ça aussi. C'est notre efficacité pour offrir les meilleures offres. C'est pas la peine de partir en faisant 10 propositions, il faut faire la meilleure tout de suite. Donc, ça peut être le mot de la fin. L'AER est là, modestement, pour rassembler et offrir tous les éléments pour réussir le projet. En tout cas, merci à la Banque des Territoires, puisque c'est notre premier partenaire aussi. Et participe à notre direction. Merci à vous, merci pour cette invitation et bravo pour votre action sur votre territoire. Merci à tous. Pour les gens qui sont en présentiel, je vous enjoins à rejoindre un moment de networking dans la foulée.